Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi, notre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève, et ce avec des confrères des médias de Niamey. Dans ce numéro, nous allons tout d'abord parler du début du départ des militaires français du Niger, ainsi que de la décision des États-Unis de suspendre leur aide d'environ 400 millions de dollars au Niger. Ensuite, il sera question de la réduction de 40% du budget national 2023 par la junta. Enfin, du sport avec la suspension ce week-end du contrat entre la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, et Jean-Michel Cavalli, précédemment sélectionneur du MENA national. Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Maïmouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Maïmouna. Bonsoir Nafisa. Ousseini Issa, il est journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir Nafisa. Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et bienvenue. L'armée française au Niger a entamé le processus de démantèlement de toutes ses bases du Niger. Du lundi 9 au mardi 10 octobre, une cinquantaine de soldats français ont rejoint le Tchad à bord d'un avion de transport des troupes de type A400 de l'armée de l'air française. Il s'agit des forces des opérations Barkhane et Sabra. Comme convenu entre les parties nigériennes et françaises et conformément au programme établi, le mardi 10 octobre, 3 vols ont donc quitté Niamey avec à leur bord des éléments des forces spécialisées et des matériels. Pour rappel, le processus de désengagement des forces françaises au Sahel a été annoncé par le président Emmanuel Macron le 24 septembre. Le retrait des 1500 militaires français doit être accompli d'ici la fin de l'année 2023. Alors, je commence avec vous, Maïmouna Diado. Quelles sont donc vos réactions, votre réaction suite à cet engagement qui commence à se concrétiser, le départ de ces militaires? D'abord, je suis totalement fière que le processus a bien démarré, qu'il n'y a aucun incident et que petit à petit, comme le président Macron l'a dit, ils vont essayer de finir avec d'ici la fin de l'année. D'ici la fin donc, de l'année. Donc c'est vraiment à féliciter. Et surtout, il faut féliciter également l'engagement de nos militaires, le CNSP, qui, à travers donc, une équipe, a pu donc accompagner le processus. Parce que j'ai un peu regardé sur une chaîne télévisée, ou bien c'est la télévision nationale, la rencontre entre nos forces de défense et de sécurité et également la force Barkhane qui est censée quitter donc ce pays. Donc c'est vraiment à saluer, et il faut également, parce que j'ai vu, il y a des communiqués qui circulent également pour dire aux populations de laisser les militaires français passer en paix, sans autant, en tout cas, les agresser ou bien... ce qui est en train d'être fait d'ailleurs. Ce qui est en train d'être fait. Donc ça veut dire que c'est vraiment en douce. Les gens sont en train de constater, et la télévision nationale est aussi en train de nous informer sur le redéploiement justement donc de ces militaires-là. Mais vous, est-ce que vous êtes optimiste que tous ces 1500 militaires français quitteront le Niger d'ici donc la fin de l'année 2023? Bon, comme ça vient de commencer, nous espérons que les 3 mois pourront suffire pour que les 1500 puissent quitter. Donc ça a commencé, nous allons aussi observer. En tant que nous allons observer pour voir est-ce que réellement d'ici là combien de militaires ils ont pu en tout cas acheminer en France et combien reste. Donc je suppose que c'est vraiment, même s'il y a quelque chose qui doit rester, peut-être c'est l'équipement, mais en termes de ressources humaines... Il y avait justement un problème de logistique avec les frontières qui sont fermées, parce qu'ils devraient passer avec au niveau de Bénin. Du Bénin, les frontières sont fermées, mais je pense qu'ils vont contourner, ils vont aller au niveau donc, du Tchad avec le logistique. Et là-bas aussi, j'ai vu le gouverneur de Difa qui a appelé la population à ne pas en tout cas créer d'autres problèmes à ces militaires-là qui vont pouvoir passer.
Donc, espérons que d'ici 3 mois, ou bien juste les 3 mois, que tout, en tout cas, ils partiront de ce pays avec tout ce qu'ils ont amené comme armement et tout. Alors vous, Arimi, après donc les militaires français ont commencé à quitter, donc ils sont appelés à quitter d'ici la fin de l'année. Mais pensez-vous qu'après le départ effectif de tous ces militaires, est-ce que nos militaires nigériens peuvent vraiment combler le vide, bien que une alliance entre le Bénin, le Mali a été créée avec le Niger? Est-ce que nos militaires uniquement peuvent combler le vide après le départ effectif de ces militaires français? Est-ce que nous avons le choix? C'est le pays que nous avons. C'est le seul que nous avons. Et une armée fait partie des institutions incontournables pour un État, l'existence d'un État. Avant que les Occidentaux ne viennent chez nous, tous nos empires avaient des armées et les armées occupaient des places très importantes. Oui. Les chefs de guerre étaient des personnalités extrêmement importantes. Et donc, est-ce que notre armée... Elle est efficace, elle est prête ça nous engage en ce moment tous. C'est-à-dire, est-ce que nous allons opter pour la disparition de nos pays? Je pense que non. Parce que nous n'avons pas d'abord où aller. Objectivement, ça c'est un critère qui nous oblige à vouloir à pouvoir faire face à ce que nous avons en face. La question imminente de l'insécurité. Justement, la menace vraiment terroriste, tout simplement, il faut appeler le chat le chat. C'est le Mali. Aujourd'hui, ça fait quoi, 3, 4, 5 mois, 6 mois que les Français sont partis. Le Mali n'a pas disparu pour autant. Et pourtant, on sait que le problème aujourd'hui se pose avec plus d'acuité, n'est-ce pas, au Mali que chez nous. Au Burkina, les derniers Français qui ont quitté, qui sont venus ici, ils sont partis. Et le Burkina n'a pas disparu. Et d'ailleurs, j'ai comme l'impression qu'il y a une certaine accalmie. Comme d'habitude, le départ des troupes étrangères, le départ des troupes françaises notamment, juste après, je ne sais pas si c'est fait sciemment ou pas, il y a des attaques d'ampleur, d'envergure qui sont faites avec des morts. Nous avons déjà connu ça la dernière fois ici à Kandaji et à Tawa, n'est-ce pas, et que nous avons enregistré officiellement une 50aine de morts. Mais après, on va résister. Il y a nullement, c'est-à-dire, même si les gens vont faire comme le Burkina, c'est-à-dire engager les... Vous êtes optimiste alors, oui. Non, ce n'est même pas question. C'est-à-dire, il n'y a pas une autre option que ça. Notre armée va pouvoir faire face nécessairement à ce qui va rester. Vous pensez qu'il y a un effectif vraiment qui peut vraiment assurer cela? On n'est pas dans le secret du nombre de nos soldats, mais ça tournerait, tout calcul fait, autour de 30 000 hommes au moins, n'est-ce pas? Mais aussi, c'est une armée qui, en 12 ans, c'est vrai que nous avons connu une longue période d'accalmie, vraiment des années 80 jusqu'aux années 2010. C'était vraiment l'accalmie la plus totale. Et boum, avec Boko Haram, ça a commencé. Puis le nord-est du pays, l'ouest du pays est venu se rajouter. Aujourd'hui, au centre aussi, notre armée est engagée, ainsi qu'à la frontière avec la Libye, parce que là-bas, c'est les trafiquants qui bousculent les gens. Et donc, vraiment, nous avons une armée, c'est reconnu, non? C'est reconnu. Nous sommes allés faire la paix en Côte d'Ivoire, nous sommes allés au Libéria, nous sommes allés sur le champ de bataille international et tout. Et les autorités, n'est-ce pas, continueront certainement de façon transparente de mettre la main à la poche et que vraiment l'arme qu'on va acheter... Il faut les moyens, justement. Voilà, donc les moyens, ça c'est clair. On a besoin de beaucoup de moyens, on a besoin de beaucoup d'hommes, n'est-ce pas, et de savoir-faire. D'accord. Mais vous, Ousseini Issa, pensez-vous qu'un jour, ou bien peut-être, le Niger ferait appel encore aux militaires français dans le futur? Bon, mais moi, je ne le souhaite pas. Ouais. Vous savez, je ne le souhaite pas. Pourquoi? Quand le président Conché avait fait son coup d'État en 1974, l'un des premiers actes qu'il a eu à poser, c'était de dire aux militaires français de s'en aller. Parce qu'il avait conscience de ce que ta souveraineté dépend de ta capacité. Ce qui n'a pas été fait dans le temps?
ce qui n'avait pas été fait dans le temps. Il y avait des accords de défense qui étaient signés sous la Première République avec la France. Kounché, dès qu'il est arrivé, la première chose à faire, c'était de dire pilier bagage. J'ai une armée que je vais mettre en place et cette armée va prendre, comment avait dit, les choses en main. N'est-ce pas? Depuis le départ, il y a eu une des formes de coopération en 1976, c'était la coopération technique. Besoin de formation, sur des maniements d'armes, besoin de formation pour obtenir des grades supérieurs et tout, n'est-ce pas? Et voilà, boum. En 2000, et comme avait dit, à partir de 2012-2013, comment dire, sous prétexte que le Mali a agressé, ils ont dit, d'abord, dans un premier temps, ils avaient dit non. C'est en ce temps que l'insécurité a commencé à. Oui, mais l'insécurité qui l'a amené. Mais tout à l'heure, tu as parlé de 1500, mais ça dépasse ce nombre. C'est le chiffre officiel. Mais quel chiffre officiel? Les autorités ont dit que ça va jusqu'à autour de 3000. Ils ne maîtrisent pas. Alors, quand tout à l'heure encore, vous avez dit que, est-ce qu'on peut? Mais depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qui a changé? Ils sont restés au Mali pendant 10 ans. Qu'est-ce qui a changé dans la gestion de la crise sécuritaire? Ça s'est amplifié. Et ça a été démontré que c'est eux qui sont derrière souvent, comment dirais-je, en soutien à ces djihadistes, n'est-ce pas? Alors, le fait que ça n'aille, c'est bon débarras. Maintenant, je ne vois pas pourquoi on va se préoccuper du fait qu'ils vont s'en aller. Il n'y aura pas de vide. C'est pas possible, il n'y aura pas de vide. On le souhaite alors. Non, c'est sûr, il n'y aura pas de vide. Et tout ce qui s'est passé par rapport au démantèlement de nos armées, ils ont la main dedans, eux. Parce donc les défis se posent maintenant à l'armée nigérienne, aux autorités nigériennes de mettre en place vraiment tous les... on a une armée aguerrie. Le problème qui s'était posé, c'est que les financements en direction de l'armée se sont aménisés pendant des années. On n'achetait pas des armes, on n'achetait pas parce que l'Occident ne voulait pas nous voir nous armer. Quand ils sont partis du Mali, le Mali s'est surarmé. Le Burkina, c'est la même chose. Et comment on appelle ça? Et aujourd'hui, ça marche bien. Ils ont des drones, ils ont des avions de combat pour pouvoir faire face efficacement. Nous n'avons pas eu cette possibilité d'acheter parce que l'option était qu'ils vont venir nous aider. On souhaite donc très bonne chance à notre armée pour vraiment garder le cap, prendre la relève. Il n'y a pas de doute. Moi, je n'ai aucun doute. On va en finir avec cette histoire-là qui nous a été importée. Ce n'est pas autre chose. Merci bien. Pas ça. Merci bien. Pendant ce temps, oui, rapidement. Un mot juste avec le départ des troupes françaises. Une chose est sûre, c'est qu'on verra au moins clair. Parce que jusque-là, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont sincèrement en train de faire. Peut-être dans les renseignements, mais ça semble ne pas marcher. Mais parce sur le terrain de bataille, ils ne sont pas en train de... Donc, leur départ, il y a au moins, c'est là que ça clarifie qu'il y a un seul opérateur sur le terrain. Merci bien. Pendant ce temps, dans un communiqué du 10 octobre, les États-Unis ont conclu qu'un coup d'État militaire, autant pour moi, a eu lieu au Niger, conformément à la section 7008 de la loi annuelle sur les crédits du département d'État. Washington suspend la majeure partie de son aide au Niger, soit 442 millions de dollars. Le communiqué ajoute, je cite, « Nous prenons également note de la suspension par le Millennium Challenge Corporation de toute assistance au Niger d'un montant de 302 millions de dollars et de toutes les nouvelles activités relatives à l'accord de 2018. » Un mot peut-être sur cette position des États-Unis, Memouna. Ce que je voudrais dire, c'est que à chaque fois, je ne sais pas pourquoi les gens reviennent pour dire on suspend l'aide. Oui, on suspend notre aide au Niger. Alors que moi, c'est l'aide qu'ils sont en train de donner. Est-ce que ça a nécessairement changé quelque chose au vécu de ces populations-là? Ce sont des aides qui vont directement aux concernés. C'est des aides humanitaires. Mais est-ce que ces aides humanitaires dont ils sont en train de parler, c'est ce que je suis en train de dire, est-ce que ça a aidé à changer quelque chose à ces gens-là, à ces concernés-là? Selon vous, sur le terrain, quel est votre constat, vous?
Bon, le constat, c'est ce que je suis en train de dire, Nefissa, que je ne sais pas, que ce soit l'aide qui soit retirée ou bien l'aide que ça reste, moi je ne vois pas un grand changement en tout. Maintenant, c'est à nous de nous battre pour qu'on puisse en tout cas relever le défi à ce niveau. Et certainement, ils l'ont dit par coup de tête et que peut-être qu'il y aura... ils reviendront sur leurs décisions. Donc, selon vous, que les États-Unis décident de suspendre cette aide, ça ne va rien changer? Je ne dis pas que ça ne va rien changer. Ça peut affecter. Ça peut affecter certaines qui sont Vu dans le nombre de personnes qui sont dans les besoins, ça peut les affecter. Mais je dis, maintenant que nous savons qu'ils vont suspendre, c'est à l'État nigérien de faire en sorte que ces populations vulnérables, comme on le dit, qui sont en train de bénéficier de l'aide, ne puissent pas être trop impactés par rapport à ça. Donc, je pense également que de tout le temps, est-ce que ce sont même les vrais concernés qui sont identifiés et qui bénéficient donc de ces aides-là? C'est ça aussi. Parce que si c'est les vrais bénéficiaires, ça devrait quand même changer les choses. Ousseini, ça, que dire sur cette décision des États-Unis? Bon, d'abord, moi, j'ai cessé de croire en l'aide. Pourquoi? Non, ça fait des décennies, pas des décennies pratiquement. Alors, on dit, on va suspendre. Mais pendant qu'ils donnaient là, ça a changé quoi dans le quotidien? On dit, ils ont fait tel projet. Mais il n'y a rien de visible. Il n'y a rien de visible. Sur le terrain, dans les villages, dans certains villages. Il faut apprendre à se passer de l'aide. Le problème de ce pays, c'est parce qu'il n'y a pas d'investissement dans les secteurs de base. Mais est-ce que le pays a les moyens pour... C'est parce que eux, qui interdisent à ce que l'État finance, appuie l'agriculture. Si on permet à ces populations-là qui produisent, si on leur donne les moyens avec l'accompagnement nécessaire, moi je suis convaincu qu'on ne serait pas là à dire chaque année, il y a tel nombre de personnes vulnérables. C'est la terre, on en a, agricole. Mais est-ce que l'État a les moyens même pour compenser? Mais non, moi je ne veux pas qu'on ne dise pas que l'État n'a pas les moyens. L'État a bien les moyens. Regardez comment nos ressources sont bradées. C'est parce que tout simplement, on veut nous maintenir dans une situation de précarité permanente. Aujourd'hui, qu'on est en train de nous libérer, il faut trouver des partenaires qui vont traiter d'égal à égal avec nous par rapport à l'exploitation de nos ressources et prioriser les secteurs vitaux. N'est-ce pas? Oui, les secteurs vitaux, je veux dire l'agriculture d'abord. C'est-à-dire parce que quand tu n'as pas l'autosuffisance alimentaire, chaque année tu dois dépendre de que quelqu'un vienne t'amener des sacs de sorgho ou qui ont duré pendant pratiquement 10 ans dans des magasins pour dire on est venu vous aider. Mais en quoi ça va développer un pays? Moi je dis vraiment, il faut sortir ça de nos têtes. C'est-à-dire cette hantise-là. Ils ont décidé de couper l'aide. Ils ont décidé de... Mais quand ils donnaient même, ça a changé quoi? Même dans les villages là où ils interviennent, là, ça a changé. C'est pendant un bout de temps. Ça change un peu les conditions. Dès que les ressources s'épuisent, c'est tarif, c'est fini. Les gens retombent dans la même situation. Alors que si on crée les conditions pour permettre aux populations elles-mêmes de produire, avec l'accompagnement nécessaire, je vais dire, à ce moment, c'est donc à l'État, à la population de prendre en main. Oui, parce que ce qu'on donne, c'est souvent eux qui orientent là où ça va. Alors, quand tu me donnes une aide et tu dis voilà là où je dois mettre, alors que voilà mes priorités, alors ça sert à quoi l'aide? Arimi Yaba, un commentaire sur cette décision des États-Unis de suspendre une partie de leur aide au Niger? C'est une tradition pour les États-Unis après un renversement non constitutionnel du régime. Généralement, c'est ce qu'ils font. Vous vous rappelez? Mais quand même, ils ont reconnu même que voilà, ils ont d'ailleurs reconnu le coup d'État. C'est rare, c'est l'un des rares pays, encore en tout cas occidental, à reconnaître ce coup d'État. Autrement dit, maintenant, ils reconnaissent le CNSP, c'est ça, en tant qu'interlocuteur. Bon, peut-être que d'ici peu, ils vont parler et revenir. Justement sur parce que oui, l'aide globalement dans nos pays, on ne voit pas sincèrement qu'est-ce que ça change. Mais seulement ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas aussi du jour au lendemain, n'est-ce pas, changer les choses. Parce que c'est des projets qu'ils financent. Ils ont certainement aussi de l'aide budgétaire, n'est-ce pas, qu'ils donnent directement au gouvernement, qui peut contribuer, y compris à payer les salaires. Il y a des dons
n'est-ce pas, qui ne sont pas remboursables, qui ne sont pas des prêts, et il y a les prêts même. Et donc, ça déséquilibre. Certainement, on va en venir tout à l'heure, sur le budget, mais je crois que le CNSP a essayé de prendre les choses en main, de prendre de l'avance sur ce genre de décision, de situation. Mais toujours est-il que ce n'est pas dans un an, dans 2 ans, qu'on va se passer de l'aide, parce que nous sommes conditionnés. On nous a conditionnés à tendre la main, n'est-ce pas? On nous a conditionnés à nous tendre à manger, et on ne fait que prendre depuis 50 ans, depuis 60 ans, depuis l'indépendance. Donc ça va certainement impacter. Il y a des projets qui vont s'arrêter. Il y a des aides humanitaires aussi, peut-être, qui seront retirées et qui vont être arrêtées. Et il y aura des conséquences. Maintenant que les nôtres, vraiment les nouvelles autorités, ne perdent pas ça de vue. Et autant que se faire, il faut suppléer, parce que tu auras des endroits où les populations seront laissées à eux-mêmes, parce que du jour au lendemain, ils n'ont pas cultivé parce qu'ils ont été soutenus de cette manière. Ils n'ont pas des champs, ils n'ont rien. Et donc, il faut nécessairement suppléer et créer les conditions vraiment de pouvoir les aider jusqu'à voir clair. Maintenant, une chose est sûre, c'est que nos États doivent aider, chercher l'aide pour se passer de l'aide dans un bref avenir. Ça, c'est vraiment ce qui doit nous guider, parce que il le faut d'ailleurs, vu la situation. Voilà. Merci bien, rapidement. Quand on parle également d'État, c'est toi, moi et les autres. C'est toute la donc ça veut dire que tout le monde doit être... Même aujourd'hui, les Nigériens qui sont au niveau donc, de la diaspora... Ils ont commencé déjà peuvent aujourd'hui soutenir également, soutenir ces populations-là. Parce que comme je l'ai dit, dans chaque famille, il y a par exemple, on peut trouver quelqu'un de la diaspora qui peut supporter cette famille. Et quand un supporte une famille, ça veut dire que si d'autres supportent encore d'autres familles, on n'aura pas assez, en tout cas, on n'aura pas cette situation de vulnérabilité. La diaspora a déjà commencé à soutenir. Parce que si aujourd'hui le Burkina Faso, les autres pays se sont un peu aussi développés, c'est parce que tout simplement, c'est l'entraide qui a amené le déclic au niveau donc de ces pays-là. Merci bien, Maïmouna. Deuxième sujet de ce forum de la presse, le Niger a réduit de 40% ses dépenses prévues pour l'année 2023 en raison des sanctions internationales imposées après la prise du pouvoir, autant pour moi, par les militaires lors du coup d'État du 26 juillet, a déclaré le gouvernement dans un communiqué télévisé le samedi. Selon donc le communiqué, le budget initialement prévu à 3 290 milliards a été réduit à 1 980 milliards de francs CFA, sans préciser où les coupes seraient effectuées. La prise donc du pouvoir par les militaires a suscité la condamnation du bloc régional de la CEDEAO, de l'Union européenne et des États-Unis qui ont imposé des sanctions, à savoir geler les avoirs ou suspendu l'aide. Des sanctions qui affectent l'économie du pays. Hussein Issa, que pensez-vous de cette décision de la junte? Qu'est-ce que cela implique selon vous? Mais il faut être réaliste, Nafisa. Mes sources de revenus ont été fermées. Donc, les sources sur la base desquelles j'ai établi un budget. Partout où je peux trouver de l'argent dehors, on a dit que je ne peux pas accéder à cet argent-là, c'est fini, c'est gelé. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être réaliste. Je reviens, j'ai réduit. Vraiment, et j'ai réduit. En même temps, j'ai fait un travail à l'interne même. À l'interne, tout ce qui est dépenses ostentatoires, il faut mettre ça de côté, le temps que la situation se rétablisse. Mais on ne peut pas rester, moi j'ai dit, c'est raisonnable, c'est honnête ce qu'ils ont fait. Parce que dans tous les cas, même les budgets qui sont élaborés jusqu'à 3 000 et quelques, le plus souvent c'est des budgets qui ne sont pas exécutés. C'est-à-dire c'est juste l'ostentatoire. On a atteint un tel niveau alors que c'est faux. C'est d'autant faux que dès qu'il y a eu le coup d'État, les mêmes gens qui ont élaboré le budget, quand ils sont dehors, ils ont dit que non, on va se trouver dans une situation où on ne pourra pas tenir. Mais concrètement, pour le Nigérien, pour le simple Nigérien qui vit en milieu rural, aujourd'hui, il entend parler d'une réduction. Qu'est-ce que cela impliquerait réellement? Qu'est-ce que celui qui est au village, qu'est-ce qu'il connaît du budget?
Ces gens-là, ils comptent sur qui? Ils comptent sur le ciel, ils comptent sur la pluie, n'est-ce pas? Et les parents qui sont en ville ou ailleurs, mais ils ne sont pas salariés, n'est-ce pas? Alors, je ne vois pas en quoi ça va perturber leur vie. Mais quelles peuvent être aujourd'hui les conséquences? Les conséquences, bien évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas de conséquences, mais quand on prive un pays d'argent, les conséquences sont énormes. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation intenable, où même le riz qu'on trouve un peu partout dans la ville est devenu un machin. Il faut batailler pour avoir un sac de 25 kilos de riz, n'est-ce pas? Du fait de ces sanctions-là. Et c'est pour ça que les gens qualifient, tout le monde sait, c'est criminel, c'est illégal, parce que c'est la première fois. C'est des sanctions qui ne visent même pas la junte. C'est des sanctions qui visent directement le peuple nigérien dans son ensemble, n'est-ce pas? Et c'est ça, sur ça, il faut mettre l'accent. Parce que ce qu'a fait la CEDEAO, ça n'a jamais été fait à aucun autre pays. Je peux comprendre pour ce qui concerne la communauté internationale, AFD, Union africaine, tout ça, je peux comprendre. Mais que nous-mêmes Africains, comme se prive de nourriture et de médicaments. Ça, vous voyez un peu comme avait dit l'inconséquence des Africains. Parce que eux, aujourd'hui, on vient tout à l'heure de dire que les États-Unis ont dit qu'ils reconnaissent, n'est-ce pas? C'est un peu en guise de soutien, un peu à la France, tout ça. Mais eux, ils se soutiennent. Quand un pays est en difficulté, ils se soutiennent. Ici, nous, en difficulté, non, on contribue à asphyxier. C'est ce que la CEDEAO a fait. Et moi, je pense qu'il faut revoir, comme avait dit en profondeur, cette organisation-là. Parce qu'elle n'est pas en train de jouer son rôle. Son rôle, c'était de créer les conditions pour promouvoir l'intégration des peuples et des économies. Malheureusement, on n'est pas dans ce schéma-là. Et je dis, c'est malheureux quand c'est des Africains, des pays voisins, on partage tout en commun, qui se permettent de venir vouloir asphyxier. Ça n'a pas ciblé directement. Si c'était juste ciblé contre les membres de la jeune, je peux comprendre, comme ça s'est vu dans les autres pays. Mais c'est de manière globale et de manière brute qu'ils ont imposé ça à tout le monde. Et si ce budget a été réduit à 1980 milliards, ce qui veut dire qu'il y a des secteurs sur lesquels le gouvernement doit... Bien évidemment, il faut ajuster. Mais il faut bien ajuster. Peut-être qu'il y a beaucoup de dépenses superflues qui sont intégrées. À les éliminer carrément. Justement. Et quand on regarde un peu l'architecture du budget d'une année à l'autre, c'est la même chose, c'est les mêmes dépenses souvent. Alors, si j'achète une table cette année, parce que je n'ai pas l'argent pour pouvoir acheter la table, mais je supprime la table. Alors, c'est compliqué ça. Et souvent, c'est dans ça que l'essentiel de l'argent va, parce que c'est ça qui enrichit les gens, n'est-ce pas? Les marchés publics. Mais bien évidemment, si on doit faire une route et qu'il se trouve qu'on n'a pas l'argent pour faire la route, on va ajourner jusqu'à ce que la situation soit créée pour qu'on puisse construire cette route-là. Merci bien. Moi, je pense que c'est sur des détails comme ça que ça va se jouer. Et bon, les secteurs sociaux, certainement, ça va impacter aussi sur les secteurs sociaux de base. Arimi Abba, quelles sont vos impressions, vos commentaires vraiment sur cette décision du vous savez, pour le budget 2023, le CNSP a pris le train en cours, n'est-ce pas? Et le coup d'État est intervenu le 26 juillet, n'est-ce pas? Donc un peu plus de la moitié de l'année a déjà été mise en œuvre par le gouvernement déchu. Donc déjà, si on doit mathématiquement se dire que c'est la moitié du budget donc, qui a été exécuté, n'est-ce pas? Donc autrement dit, ils ont pu mobiliser et dépenser au moins 1500 milliards, n'est-ce pas? Ce qui veut dire donc systématiquement... Voilà, donc maintenant, d'ailleurs, je ne trouve pas très clair le communiqué du gouvernement quand ils disent que c'est 40% qu'ils ont diminué. Bon, ça veut dire que ce n'est pas 40% de 3200 milliards, mais c'est 40% peut-être de ce qui reste. De ce qui reste. Voilà, parce que, voilà, voyez-vous. Et donc ça, c'est un détail, une explication à donner au peuple nigérien pour qu'on comprenne exactement de quoi il s'agit. Sinon, le gouvernement
du président Bazoum a déjà exécuté 50%, plus de 50%, 7 sur 12. Et donc, aussi, eux, ils sont venus trouver, ils ont déjà passé 2 mois avec nous. Et donc, il ne reste que 2 mois l'année 2023. Donc, 40% de quoi? Maintenant, il y a ce que Saïd Hosseini était en train de dire. En fait, les budgets, depuis que le PNDS est au pouvoir particulièrement, nos budgets sont allés vraiment trop vite. Ils sont venus, la première année du président Issou, si je ne m'abuse, le budget était autour de 1700 milliards. Et l'année dernière, c'était 3000 d'abord. Puis il y a eu un collectif budgétaire, ils sont allés à 3200 milliards. Et la réalité, c'est qu'on ne nous rend pas compte de l'exécution de ces budgets-là. Les spécialistes disent que c'est rarement 50% qui est réellement dépensé. Mais où vont les autres? Non, ce n'est pas mobilisé. Ce n'est pas mobilisé. Parce qu'un budget, c'est équilibré en recettes et en dépenses. Tu as un certain nombre de dépenses d'investissement et autres que tu veux faire. Et de ce côté, tu dis, bon, à l'interne, la DGI va me mobiliser tant, n'est-ce pas, les autres recettes tant, les dons tels, les prêts, aides voilà. Et on complète, et voilà, on a un budget de 3200 milliards. Mais ce que le gouvernement de techniciens, Lamine Diène nous a dit, je crois que ça nécessite plus d'explications parce que ce n'est pas clair. Un budget en pleine exécution voilà. Maintenant, c'est sur quoi il faut se battre, c'est sur quoi il faut se projeter, c'est le budget qui va commencer. C'est le budget 2024, n'est-ce pas, qui va bientôt commencer. Si c'était un régime démocratiquement maintenant déjà l'Assemblée devait être convoquée pour s'occuper. Est-ce que ce travail a été fait? Où est-ce qu'on en est? C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est là-dedans qu'il faut prendre en compte, par exemple, le départ des États-Unis. Parce que dans le budget, même dans le budget 2023, c'est la contribution de l'extérieur est évaluée à 54%. Voilà. 54%. C'est énorme. N'est-ce pas? Donc, plus de la moitié, si on peut le dire. Voilà. Donc, c'est un peu flou. Il faut expliquer aux gens qu'est-ce que cela veut dire de réduire le budget de 40%. Alors, vous, Memouna, aujourd'hui, sur quoi le gouvernement doit miser pour combler le gap, vu que beaucoup de grandes puissances ont annulé leur aide au Niger, comme le disait Arimi, c'est une partie, plus de la moitié des aides qui font combler ces budgets. Sur quoi le gouvernement doit miser aujourd'hui pour combler le gap? Le gouvernement doit miser, nous avons nos ressources minières, l'exploitation de ces ressources minières-là. Il faut également regarder du côté fiscal. Il faut regarder au niveau donc des impôts. Il faut peut-être que c'est sur ça que le gouvernement veut se baser. Et c'est un grand travail qui doit être fait. Oui, ce qui est sûr, c'est que il ne faut pas que ça impacte surtout les salaires. C'est ça le gros problème. Et ils l'ont dit, c'est vrai, les autres collègues l'ont dit, il faut plus qu'on explique plus comment est-ce qu'aujourd'hui cette mobilisation des fonds va se faire. Parce que c'est ça qui intéresse les Nigériens. Ça intéresse le commun des Nigériens. Où est-ce qu'aujourd'hui on va pouvoir soutirer de l'argent puisqu'il n'y a plus l'aide extérieure. Comment est-ce qu'on doit s'adapter face à la réalité des choses. Et déjà que nous sommes en train de voir qu'il y a un rehaussement aujourd'hui des vivres, des produits de première nécessité. Donc, il faut beaucoup d'explications, il faut beaucoup de communication, il faut beaucoup dire comment est-ce qu'aujourd'hui on peut s'en passer de l'aide extérieure et où est-ce qu'on doit chercher le financement ou l'argent. Mais vous, Husseini, selon vous, comment l'État, le gouvernement doit s'y prendre aujourd'hui pour combler le gap, comme je le disais? Comment il doit s'y prendre? Mais prospecter, voir des sources. Je crois qu'il y a un comité ou deux comités qui viennent d'être mis à un dispositif institutionnel, un comité d'experts pour réfléchir, n'est-ce pas? Voir d'autres mécanismes de financement et tout. Ça a été, comme on avait dit, publié juste, je crois, cette semaine-là, en début de semaine-là.
les arrêtés portant création de ces deux structures-là, qui vont s'asseoir pour réfléchir, voir les postes de dépenses qui sont inutiles là. Il faut les supprimer. Il faut les supprimer. Il y a beaucoup de postes de dépenses inutiles. Ça a commencé avec cette suppression des conseillers qui sont qui se comptent par milliers et qui sont payés à ne rien faire. Ça va. Le train de vie de l'État, tout ça, le comité d'experts va réfléchir à tout ça. L'Assemblée, voilà. Et par exemple, la médiation qui a été supprimée. Tout ça, toutes ces institutions qui ne servent à rien du tout, il faut les mettre de côté, il faut les balayer parce que ça consomme des milliards sans aucun résultat palpable. Moi, je dis c'est des pistes par lesquelles on peut parvenir à maintenir le cap, n'est-ce pas? Et, bien sûr. Oui, mais non, parce que imaginez ce que, par exemple, on paie à des conseillers. Un conseiller qui ne fait rien du tout, il y en a qui vont jusqu'à 650 000. Quand le fonctionnaire cadre A1, qui cadre A1, comme on avait dit, il se retrouve avec 350, 400 000, on te prend un conseiller qu'on a récupéré comme ça, qu'on a recruté dans la rue, parce que c'est juste un militant politique, pour lui donner 650 000. Tout ça, c'est de l'argent qu'on jette par la fenêtre. Moi, j'ai dit ça va permettre au pays, quand même, ces pistes-là, train de vie de l'État, suppression de ces postes de conseillers inutiles, suppression de ces institutions. Ça va permettre d'agréger, en tout cas, de faire des économies substantielles. On le souhaite. Merci bien. Nous allons observer une petite pause avant de poursuivre. Dernier sujet de ce forum de la presse, dans un communiqué, la Fédération nigérienne de football FENIFOOT a annoncé le samedi 7 octobre 2023 la fin de sa collaboration avec Jean-Michel Cavalli, précédemment sélectionneur du MENA national. Les deux parties ont convenu du commun accord de ne pas renouveler le contrat arrivé à expiration le 30 septembre 2023, indique donc le document. La FENIFOOT, dit le communiqué, remercie M. Jean Cavalli Michel pour sa coopération pendant 3 années et lui souhaite bonne chance dans ses futures fonctions. Arimi, avez-vous donc des raisons qui ont motivé cette décision de la FENIFOOT? C'est-à-dire, pour moi, ils n'ont absolument rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé le monsieur tranquillement trôner à la tête du MENA pendant 3 ans. Une bonne quinzaine de défaites, aucune victoire. Malheureusement. Et voilà, et maintenant on nous fait un communiqué pour nous dire que non, on ne va pas renouveler. Sans donner aucune raison. S'ils veulent. Mais vraiment quoi, parce que le football, c'est un sport. Le sport, c'est le résultat, n'est-ce pas? Par rapport à là où il a trouvé le MENA, où est-ce qu'on en est. Et notre équipe ne gagne pas de bons résultats. N'est-ce pas? Oui, il n'a aucun résultat. Il n'a aucun résultat. N'est-ce pas? On aurait pu nous communiquer en le recrutant. Voilà, monsieur qu'on est allé chercher. Qu'est-ce qu'il est payé? Comment? Combien on lui paye? C'est beaucoup d'argent pour un football pauvre qu'on paye à ces gens, qu'on amène de l'extérieur. Beaucoup de voix se sont élevées au Niger pour dire qu'il faut recruter les sélectionneurs nationaux, les entraîneurs nationaux, n'est-ce pas? D'ailleurs, qui ont plus un feeling vraiment à monter des équipes qui marchent. Améliorer la performance de nos joueurs. Oui, on a vu au Chan. Aujourd'hui, l'autre qui le remplace, Zakaria ou Ibrahim qui le remplace, n'est-ce pas? Il a fait toutes ses preuves. Il faut avoir confiance à ces messieurs et aller vraiment ne pas se casser la tête. N'est-ce pas? Aujourd'hui, de plus en plus, même les plus grandes équipes africaines font recours de plus en plus aux sélectionneurs locaux. N'est-ce pas? Le Cameroun, c'est un ancien capitaine de Lions Indomptables qui est sélectionneur. Le Sénégal, Aliou Tissé, c'est un Sénégalais, il a joué en équipe nationale du Sénégal. Et ainsi de suite. Chez nous aussi, il faut valoriser les ressources que nous avons, surtout que nous n'avons pas de l'argent. Vraiment. Si on a de l'argent, il faut mettre ça dans les joueurs, dans la formation. N'est-ce pas? Mais maintenant, voilà, on nous dit non, ça c'est parce que tout le monde, c'est la solution que tout le monde voulait, c'est ce que tout le monde a proposé. Ce monsieur, on doit s'en débarrasser. On nous fait un communiqué laconique pour dire voilà, il s'en va. Ok, il n'a qu'à partir. Maintenant, prends
en est au sérieux. On est en train d'être distancé. La Mauritanie est à sa 3e qualification consécutive. Il est grand temps pour ça notre fait 10 ans. Notre dernière nationale, participation remonte à 2013. Ça fait 10 ans qu'on ne part pas à la grande messe du football continental. Donc, il faut réfléchir et on n'a pas encore fait le bon recrutement pour mettre en place vraiment des équipes nationales parce que c'est d'une DTN qu'on a besoin, d'une direction technique nationale qui va imaginer, mettre en place une stratégie qui va permettre aux équipes jeunes de fournir des joueurs à l'équipe ainsi de suite. Selon le communiqué du comité exécutif de la FENIFOOT, son intérim sera assuré, comme vous le disiez, par Zakaria Ibrahim, qui est le sélectionneur national adjoint. Il est donc chargé de conduire le MENA national lors des matchs de la prochaine fenêtre FIFA prévue contre le Libéria et la Sierra Leone les 14 et 17 octobre prochains à Casablanca, au Maroc. Alors, Maïmouna, les défis qui se posent à ce nouveau chef, si je peux le dire, de cette équipe sont énormes aujourd'hui. Les défis sont énormes parce que celui qui vient de quitter n'a rien fait comme prestation. Donc il faut qu'il relève en tout cas le défi pour qu'on sente que réellement il y a eu un changement au niveau de la tête et qu'il amène l'équipe nationale en tout cas à être au moins, même si améliorer leur performance parce que c'est ça, l'équipe a besoin d'une amélioration de performance et je pense que peut-être qu'il sera capable de relever le défi. Les défis sont énormes, on le sait, mais aussi il faut qu'on trouve les moyens pour mettre à sa disposition les moyens, que ce soit financiers et techniques, pour qu'il puisse en tout cas faire preuve aussi de montrer sa capacité de vouloir changer les choses. Alors Hussein Issa, quels sont vos souhaits pour ce nouveau coach pour conduire à bien le MENA, l'équipe du Niger? J'ai toujours bien. Je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut valoriser ses propres ressources. N'est-ce pas? Tout à l'heure, Arimi vient de dire quelque chose. Les grands clubs des pays qui sont des nations de foot aujourd'hui, ils ne vont plus aller chercher parce que ça donne l'impression d'être complexé, d'être de complexe. Zakaria Oula, il a fait largement ses preuves. C'est comme l'autre, comment il s'appelle, Haroun Adoula. Des bonnes preuves. C'est des gens qui ont démontré que quand ils prennent une équipe en main, ils peuvent l'amener loin. Alors, on va aller chercher quelqu'un parce que c'est un blanc. Il vient, il vadrouille, on le paye gracieusement, n'est-ce pas? Grassement, bien logé. Alors, il n'y a pas de résultat. Mais il faut qu'on mette fin à ça. Il faut qu'on c'est peut-être une erreur maintenant, ils se sont rattrapés. Il faut qu'on se départit de ce complexe-là. Aujourd'hui, les talents en football, on en recrute en Afrique en quantité à l'appel, n'est-ce pas? Je ne vois pas pourquoi on va continuer dans cette logique de vouloir aller chercher un Français pour venir encadrer. Pratiquement, quand on regarde un peu le parcours, on constate que tous ceux qui sont venus là, il n'y a aucun qui a eu des résultats satisfaisants. Il n'y a aucun, je ne pense pas. Je parle sous le contrôle de Arimi. Tous les Blancs qu'on a eu à recruter comme sélectionneurs, il y en a très peu qui ont eu, en tout cas, des résultats. On souhaite maintenant donc un bon je pense qu'il sera à la hauteur. On le souhaite. Moi, je sais qu'il sera à la hauteur. J'ai bon espoir qu'il amène notre équipe là très loin. Il faut miser sur ça, il faut les encourager parce que c'est des gens... Oui, mais comment les encourager? L'État, comment l'État, oui. Non, les encourager veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut les mettre au même pied d'égalité que ces blancs-là qu'on recrute. Les sélectionneurs. C'est une grosse préoccupation. Voilà. Il faut mettre aussi tous les moyens à la disposition de la FENIFOOT aussi. Parce que souvent, vraiment, les sélectionneurs locaux, là, ils sont payés au lance-pierre. Parfois, ils ne sont même pas payés souvent. Voilà. Merci bien, très bonne chance donc à ce nouveau coach et nous souhaitons bonne chance à notre équipe, le MENA national. C'est ici donc que se referme le forum de la presse de ce vendredi 13 octobre 2023.
Nous étions en compagnie de Maimouna Diado, journaliste indépendante, Ousseini Issa, journaliste indépendant également, et Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes et tous à la FADA. Et à partir de 18h15 les samedis et dimanches, vous suivrez les forums en Hausa et Zarma. La technique est assurée par Mustafa Yuba, la régie vidéo c'est Isaka. Je suis Nefis Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.